on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 2e épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce 12e épisode, j'ai voulu comprendre comment on pouvait innover dans le secteur agricole en recréant ce qu'on appelle une filière. On entend ce mot un peu partout en agriculture. Une filière, c'est tous les éléments qui composent la chaîne de valeur du champ à l'assiette. Production dans le champ, transformation si besoin, transport, distribution, etc. Il y a de nombreuses filières existantes et qui fonctionnent depuis plusieurs années car tous les acteurs de la chaîne s'y retrouvent à peu près, du producteur au consommateur. Il y a certaines filières qu'il faut réinventer car l'un des maillons ou plusieurs s'enraye et d'autres où il faut créer des filières parallèles pour réinventer la chaîne de valeur à peu près déséquilibrée. Enfin, il y a celles où il faut quasiment repartir de zéro. C'est le cas de la filière sarrasin en France. On connaît et on mange du sarrasin en Bretagne quand on mange des galettes et on trouve ça très bon. On commence à le redécouvrir un petit peu aujourd'hui avec l'engouement pour la nourriture asiatique et les nouilles soba à base de farine de sarrasin par exemple, mais c'est à peu près tout. Pour autant, on va voir que le sarrasin est une plante assez magique qui répond parfaitement aux défis des agriculteurs français pour assurer la transition vers une production plus respectueuse des sols, plus adaptée au climat, bref, plus vertueuse pour l'environnement. C'est Nicolas Crabeau, mon invité du jour et cofondateur de l'atelier Sarrasin, qui s'est intéressé il y a quelques années à cette plante et a décidé de recréer à partir de presque rien cette filière pourtant florissante au 19e siècle. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Nicolas, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous raconter un petit bout du patrimoine culinaire français qui est le sarrasin. Je voulais commencer avec toi peut-être par un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu l'histoire du sarrasin en France pour qu'on comprenne un petit peu mieux la suite du podcast? Et merci Marion, bonjour, merci de me recevoir dans ce podcast. Donc le sarrasin, c'est une longue histoire. En tout cas pour ce que j'en connais, évidemment, c'est à force de le pratiquer depuis 5 ans que je me suis lancé avec Benoît Vartel, mon associé à Corps Perdu dans le sarrasin, qu'on a découvert une partie de son histoire. Donc moi j'ai grandi en Bretagne, donc déjà c'est une histoire assez personnelle avec le sarrasin, puisque dans ma ville rennaise de cœur, et de naissance, on mange 3 fois par semaine du sarrasin. C'est mardi, jeudi avec les galettes du marché et le samedi au Stade Rennais. Et donc, c'est la première appropriation du sarrasin. Et en Bretagne, évidemment, c'est une culture forte. Alors pourquoi c'est une culture forte ? J'ai appris ça en lisant. C'est que Anne de Bretagne, en fait, voulait sauver son peuple breton de la famine. Et pour ça, elle a eu la bonne idée... puisqu'elle a découvert au retour des croisades cette graine de sarrasin, de la proposer aux Bretons qui ainsi échappaient à la dîme, contrairement au blé qui était taxé. Et donc elle a sauvé son peuple breton qui était bien pauvre à l'époque en proposant le blé noir, cette graine qui poussait facilement donc, sur les sols bretons granitiques, acides, plutôt pauvres. Et donc il y a une culture évidemment alimentaire et culinaire qui s'est installée autour du sarrasin, avec quelques monuments de la cuisine effectivement bretonne et française maintenant, qui sont les galettes de sarrasin, et plus régional, le kik à farce.
Le kik à farce, je suis bretonne moi-même, mais je ne connais même pas. Ah, le kik à farce, c'est une recette ancestrale. En fait, c'est un pot-au-feu façon bretonne avec du blé noir qui est moins fait aujourd'hui, mais qui va, j'espère, revenir à la mode et sur toutes les tables. Ok, super. Et du coup, donc Anne de Bretagne, elle implante cette graine du coup en territoire breton. Et ensuite, si on avance un petit peu, enfin bon, ça durera, j'imagine, un petit peu de temps, mais jusqu'à nos jours, comment ça a évolué? La culture alimentaire se développe essentiellement en Bretagne, en fait. Hein. Donc, les Ça crêperies, s'essaime autour pas des autre crêperies, part. ça essaime assez peu. Alors si, par un format crêperie bretonne à Paris, Montparnasse, les Bretons montent à Paris, les crêperies se montent également. Donc, le sarrasin, comme ça, se fait connaître aussi par le tourisme, les voyages bretons. Mais je dirais qu'ils n'essaiment pas vraiment plus que ça. Alors, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est drôle et c'est peut-être déjà une transition, mais c'est vrai que nous, quand on a repris notre premier atelier de production en Bourgogne, on a découvert un atelier qui ne fonctionnait qu'au blé noir, qu'au sarrasin. Et donc, on s'est demandé, pourquoi donc? Et en fait, c'est un agriculteur local qui nous a donné le secret. C'est parce qu'en fait, le Morvan, c'est une partie géographique de la Bourgogne, a une terre granitique et acide. Donc, au même type que la terre bretonne, elle accueillait quand même très bien le sarrasin. Et donc, il y a une petite culture locale comme ça qui s'est créée autour du sarrasin. Et je pense que c'est ça qui a fait que ce petit atelier né en 1998, qu'on a repris nous en 2005, a utilisé la matière sarrasin. Ok. Et donc ensuite, en Bretagne, là où l'essentiel du sarrasin était du coup cultivé, est-ce que ça a eu tendance à augmenter ou à baisser jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que toi, en tout cas, tu interviennes dans cette filière? Alors, nous, ce qu'on a découvert très vite quand on a commencé à parler de sarrasin entre nous et à développer ce programme, cette idée sarrasin, ça a été évidemment de savoir d'où venait le sarrasin. Et on a vite découvert que le sarrasin qu'on achetait nous-mêmes dans le propre atelier qu'on avait repris venait de Chine. Alors évidemment, on est un peu tombé de notre chaise et on s'est dit, on va peut-être essayer de rapatrier l'achat en France. Mais en fait, c'est pas évident, puisqu'on a découvert à cette occasion que 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. Alors, c'est pas un mal en soi, parce Il y a beaucoup de produits qui sont viennent comme de ça, l'étranger, mais on se dit quel dommage quand même pour nos cultures françaises, pour nos paysages, parce que c'est une très jolie plante qui pousse très joliment, et puis évidemment pour l'économie locale et la pollinisation également, puisque le sarrasin est une plante mellifère. Vous créez effectivement l'atelier sarrasin avec plein de produits différents à base de sarrasin. Pourquoi est-ce qu'au départ, vous avez choisi cette plante? Pourquoi est-ce que du coup, avec ton associé Benoît, vous êtes dit ok, on part là-dessus et on va le décliner sous toutes ses formes, quoi? Eh bien, parce que le sarrasin est une plante magique. Voilà, donc elle est gourmande. On sait qu'on peut s'en régaler. En tout cas, moi, en tant que Breton, je le savais, autour du programme crêpe. Mais surtout, on a découvert de nombreuses qualités. En fait, qualité d'abord nutritionnelle, puisque c'est une plante qui pousse naturellement sans gluten. Donc, elle est digeste, elle est légère. C'est une plante également qui a tous les acides aminés essentiels, qui est source de fibres et source de protéines. Donc, c'est, je dirais, des cases qu'on coche d'un point de vue nutritionnel qui sont assez exceptionnelles. Elle a aussi des grandes qualités environnementales, puisque j'ai parlé de plantes, je n'ai pas parlé de céréales. Et qui dit plante dit fleur, et qui dit fleur dit abeille. Et donc, c'est une plante extraordinaire pour la biodiversité, puisqu'elle recrée de la biodiversité, puisque très concrètement, là où elle pousse, les abeilles viennent butiner. Et ça, on s'en est rendu compte très concrètement, parce que ça, c'était un peu Wikipédia qui me le racontait au début. Mais très vite, quand on a planté nos premiers champs, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des populations d'abeilles importantes. Alors, on n'a pas d'études d'impact, on n'a pas encore des calculs savants sur ce sujet, mais justement, la recherche est ouverte et j'espère qu'on pourra quantifier cette biodiversité naissante dans les champs de sarrasin. Nickel. Et donc du coup, vous avez remarqué effectivement, parce que j'imagine que l'idée était de lancer une filière à la fois locale
et bénéfique, quoi, qui allait plutôt dans le bon sens plutôt que de continuer à planter encore, je sais pas, des plein de champs de blé comme on en voit déjà beaucoup. Et du coup, vous recréez avec l'atelier Sarrazin ce qu'on appelle une filière. Donc en France, on parle énormément de filières. Enfin, j'ai l'impression que dès qu'il y a une actualité un peu agricole ou alimentaire, on dit telle filière est comme ci, comme ça. Telle filière a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais en fait, personne définit trop ce que c'est. C'est un peu flou. Donc, est-ce que tu peux tenter l'expérience et essayer de nous définir qu'est-ce qu'est une filière, et on verra ensuite comment vous y êtes pris pour faire tout ça. Eh ben, une filière, c'est une aventure humaine d'abord, en fait. Et je vais parler un petit peu de la genèse de la filière parce que c'est vraiment une aventure humaine. On a communiqué sur la reprise et la création d'Atelier Sarrazin au moment où on est arrivé en Bourgogne. Et on a eu deux agriculteurs moteurs pour le collectif agricole de Côte d'Or, là où on est implanté, qui ont frappé à notre porte. Et donc, ils ont dit, moi, je suis Jean-Pierre, moi, je suis Pascal. On représente des agriculteurs bio de Bourgogne, puisque notre filière est bio. Et il n'y a pas de raison qu'on fasse que votre sarrasin soit importé. Ils sont venus voir un petit peu ce qu'on utilisait, quelle farine on utilisait, à partir de quelles graines, quelle variété de sarrasin. Bref, ils se sont posés des questions. Et ils nous ont proposé de planter, de tester, d'essayer des choses. Ce qu'on a fait. Vous, à ce moment-là, vous aviez déjà commencé à transformer du sarrasin, du coup, que vous importiez. Alors tout à fait, nous on transformait sur place notre sarrasin pour le transformer en biscuit à l'époque. Et évidemment, cette dimension donc d'amont agricole maîtrisé sur notre territoire était assez clé parce qu'il était vraiment stratégique dans nos plans de développement de reconstruire cette économie circulaire, locale, avec une qualité, une traçabilité maîtrisée. Et ça a été évidemment une volonté stratégique, mais encore faut-il avoir les hommes qui plantent, qui ont le savoir-faire agronomique, qui ont l'envie d'essayer, parce que c'était vraiment de la R&D agricole avec eux. Et évidemment, on est tombé sur, je dirais, deux êtres exceptionnels qui ont joué le jeu, qui se sont dit, tiens, c'est l'occasion de diversifier. Tiens, il y en a dans le Morvan, donc on peut peut-être essayer sur les hauts plateaux de Côte d'Or. Tiens, c'est marrant, c'est une grosse graine et nous, on connaît que le petit grain. Tiens, ces deux-là, ils ont l'air sympathiques et ils ont eu un début de vision. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une aventure humaine parce que, en fait, nous, on est plutôt des commerçants, des marketeurs, des chefs d'entreprise, des start-upers, en l'occurrence, maintenant, et eux, des agriculteurs. Et en fait, toute la difficulté au démarrage a été de se donner confiance. Et surtout de s'adapter au temps long agricole. Toute la difficulté, c'est qu'on doit se mettre au rythme du temps agricole. Parce que la première année, je vous le dis, on a essayé, on a échoué. Et donc, quand on échoue dans le temps agricole, on échoue sur un an. Sur un an, ouais, t'es obligé d'attendre un an. Il faut attendre la prochaine semence, la prochaine possibilité de planter, pour trouver la bonne variété, pour trouver le bon champ, calculer les premiers rendements. Donc, ça a pris du temps. Mais de fil en aiguille, nous avons réussi à obtenir une certaine qualité avec une certaine variété de sarrasin et ça a donné envie à d'autres. Surtout, ce qu'on a fait, je crois, pour ces agriculteurs, c'est qu'on les a payés, on les a bien payés, on les a en tout cas justement rémunérés. Alors, ça a été simple parce que c'est eux qui ont fixé le prix. Comme ça, on était sûr de répondre à leurs exigences. Et de fil en aiguille, on est passé de 2, 6, 8, 10, 15 agriculteurs. Toujours en Bourgogne. Toujours en Bourgogne. Et on en a aujourd'hui 32. Et la filière se développe avec rapidité et puissance d'action maintenant, puisqu'on a été aidé assez rapidement par l'agence bio, qui nous finance, par France Bourgogne Active également, et par d'autres acteurs économiques locaux qui ont cru en notre filière. Ok, donc du coup, si on reprend effectivement là sur un peu la définition de filière, donc ça va partir d'agriculteurs, d'agricultrices qui vont accepter effectivement de retenter l'expérience de planter de même tenter l'expérience, parce qu'en Bourgogne, il n'y en avait pas tant que ça du coup. Ensuite, effectivement aussi des personnes comme vous qui vont transformer cette matière première agricole en un produit vendable, packagé, etc.
Et ensuite, il faut trouver du coup des distributeurs pour aller jusqu'au bout de la filière aussi. Derrière, c'est bien beau de faire des produits à base de sarrasin, mais il faut qu'ils soient mangés. Tout à Donc fait. après, ça a été quoi cette étape de ce côté-là ? La filière, c'est vraiment une création de valeur sur toute la chaîne de création agricole, de valeur agricole. Et effectivement, ça part de la semence. Si on prend une filière complète, c'est de la semence. Ensuite, c'est un agriculteur qui va la planter puis la récolter. Ensuite, il y a une étape de séchage, une étape de stockage, il y a une étape de nettoyage et il y a une étape effectivement de transformation, celle qu'on représente, et enfin de distribution. Et on s'est rendu compte, même nous, quand on a démarré la filière, qu'il nous manquait un maillon qui était important, qui était le moulin, qui a une capacité justement de tri, qui a une capacité aussi de travail sur la qualité et la traçabilité, parce qu'il faut savoir que le sarrasin, c'est une plante très vertueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bonne pour la santé, mais au milieu du sarrasin pousse l'ivraie, la mauvaise graine, qu'on appelle la datura. Et la datura, il faut y faire très attention, parce que c'est un psychotrope puissant, donc ça peut être très amusant pour certains, mais pour l'alimentation humaine, ça peut être dangereux. Donc il faut faire la sélection. Donc le moulin qui, lui, fait ce qu'on appelle une première transformation. En fait, nous, on est des artisans industriels, des industriels, donc on fait ce qu'on appelle une seconde transformation à base de farine. D'accord. Et donc la farine, c'est un premier transformateur. Et le moulin, il a fallu qu'on le trouve parce que, en fait, au début de notre filière, on faisait le pont directement avec nos agriculteurs, mais on a bien senti qu'il manquait un maillon de la chaîne. Donc je dirais que nous, notre création de filière, elle est passée par de l'expérimentation, en fait, et de la mise en confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, plus largement, qu'est-ce qu'une filière ? C'est effectivement la capacité, je dirais, d'hybrider avec d'autres métiers indispensables à la bonne marche, à la bonne coopération. En fait, c'est de la coopération. Et c'est là où je disais que c'est une aventure humaine, parce qu'il faut évidemment se faire confiance sur des métiers différents. Et nous, ce qui a fait le succès peut-être de la filière, c'est qu'on a ouvert le livre. Alors, c'est facile. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs alors que c'était plus facile pour nous puisqu'on partait de rien. Donc forcément, c'est plus facile d'ouvrir son livre quand on part de rien. Et c'est plus facile d'expérimenter quand le champ des possibles est complètement ouvert. Donc, mise en confiance des agriculteurs, sélection d'un moulin local pour nous aider et faire le lien entre nous et l'agriculteur, parce que c'est un sacré métier, l'agriculture, et nous, notre connaissance agronomique, notre connaissance, elle est bien faible. Et donc, le moulin, lui, avait cette capacité à faire le lien entre les agriculteurs et nous. Et enfin, la distribution. Effectivement, ils ne sont pas intégrés à notre filière pour l'instant, mais ils pourraient vraiment le devenir. Alors, ils le sont indirectement par les contrats, évidemment, commerciaux consignes, mais demain, on espère, et on y travaille, les intégrer plus en amont, effectivement, de notre filière. Et c'est aussi, j'imagine, des sujets que vous avez traités avec l'agence Bio, qui est typiquement l'organisme qui crée aujourd'hui des filières en France, du coup spécialisées dans le bio, mais qui sont là aussi pour mettre en relation un peu tout le monde et essayer de créer des contrats et justement des partages de valeurs qui soient un peu équitables. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Aujourd'hui, vous travaillez exclusivement en bio. Pourquoi et en quoi, du coup, la plante s'y prêtait pas mal aussi, quoi. Enfin, ça fait partie aussi des avantages, je le sais, de cette plante, quoi. Alors, la plante, effectivement, pousse de toute façon sans engrais et sans pesticides. C'est ça. Donc, c'est une plante, entre guillemets, facile, mais si les agriculteurs m'entendaient, je me ferais gronder, puisqu'elle est un peu capricieuse quand même, mais en tout cas, elle pousse sans engrais, sans pesticides. Donc, c'est vrai que c'est une facilité au départ, mais c'est aussi un choix. Puisque nous, on était présents dans les réseaux bio, donc on continue de l'être et qu'on a monté une filière bio pour promouvoir la bio. Nos agriculteurs sont tous issus effectivement de l'agriculture biologique. On fait ce choix il y a déjà pour la plupart une vingtaine d'années. Donc on s'est tourné naturellement vers la bio puisque c'était un ADN, une vision de notre entreprise de militer pour la bio, effectivement. Et on a créé rapidement une association parce qu'en fait, la confiance permet un démarrage intéressant, mais après, il faut structurer. Et donc, la première structuration, ça a été de créer une association entre nous, justement, partenaires agriculteurs, moulins, et nous, transformateurs,
où on discute justement des prix, des volumes, des mises en culture, des variétés. Et c'est évidemment absolument passionnant, je dirais, de coopérer, d'hybrider comme ça avec des métiers fantastiques. Ok, donc c'est peut-être aussi de l'expérimentation avec la création de cet asso. Là, ça devient une vraie filière, quoi. Oui, parce que l'association, elle donne de la légitimité. Donc, par rapport aux institutions, on a parlé de l'agence bio qui nous a vraiment aidés financièrement, qui ont très vite compris le projet, qui ont très vite compris l'intérêt du projet. Donc, ils ont financé notamment la promotion de cette filière et également un bâtiment de stockage et séchage qui nous manquait pour réunir l'ensemble des volumes créés en Haute-Côte d'Or, qui sera implanté à Baigneux-les-Juifs. On est en cours de permis de construire. Quels sont un peu une fois qu'effectivement tu crées cet asso, tu essayes de réunir un peu les acteurs clés autour de cette table. Aujourd'hui, la marque est distribuée, etc. Enfin voilà, tout roule à peu près, en tout cas de l'extérieur. Aujourd'hui, toi, c'est quoi les prochains défis et un peu les prochaines étapes pour l'atelier Sarrazin? Ils sont nombreux. Oui, j'imagine. Pour Atelier Sarrazin, c'est évidemment, nous, notre responsabilité par rapport à la filière, c'est de créer le débouché. Donc, la première responsabilité qu'on a et le premier travail qu'on a, c'est de créer des produits innovants. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec donc tout un programme pour tous les moments de la journée à base de farine de sarrasin. En fait, notre idée produit et marketing produit est de dépoussiérer un petit peu la galette bretonne et de montrer et de faire manger du sarrasin sous toutes ses formes de façon différente et innovante. Donc, première étape, les biscuits, on a fait les pâtes alimentaires, on a fait la farine. Là, on a sorti les graines décortiquées, qu'on appelle aussi cacha quand elles sont torréfiées. Ça se mange comme un accompagnement, comme un riz. Et c'est un nouvel élément de variété végétale qu'on pourra mettre dans nos assiettes très bientôt. Donc, la tendance commence à prendre. On benchmark beaucoup le quinoa pour ça, puisqu'on est vraiment le pendant du quinoa. Et on a plein d'innovations produits à faire. Donc là, on a une innovation de rupture qui va sortir, qui sont des steaks de sarrasin. D'accord. Donc, qui vont bientôt également être mis sur le marché. Et on a donc le deuxième aspect qui est la commercialisation. Hein. Donc nous, on fait notre boulot de commerce, d'innovation puis de commerce. Et ça, c'est notre grande responsabilité vis-à-vis des agriculteurs. Et c'est là où nous, on arrive à leur donner confiance, puisque si on arrive à vendre, eux, ils arrivent à planter. Donc c'est là où je dis que la confiance, en fait, se montre au jour le jour, au quotidien, en fonction des contrats de commercialisation passés. Et c'est cette affaire qui est passionnante et exigeante, évidemment. L'autre point concernant la filière, la démarche filière, ça va être de l'accélérer. Parce que je vous ai dit en préambule de mon propos que 70% du sarrasin consommé en France venait de l'étranger. Donc je dirais qu'on a de quoi faire, on peut planter. Mais tout ça avec maîtrise, puisqu'il faut maîtriser les variétés dont on a besoin réellement, maîtriser nos marchés, maîtriser les prix, maîtriser la qualité, maîtriser la datura, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui commence vraiment à pousser un peu trop dans nos territoires. Et puis, on a un enjeu aussi de niveler le risque climat sur une région, peut-être en plantant vers d'autres. Voilà, donc c'est tout le sens du travail de filière qu'on fait en collaboration avec des institutions, avec notre association, et pour lui donner plus de force, plus de peps, et la faire grandir jusqu'à, on espère un jour, peut-être 5000 tonnes, avec ce bâtiment de stockage-séchage qui permettra de les accueillir. Tu peux nous donner quelques éléments aussi de marché de conso sur le sarrasin? Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans ou 10 ans, à part la galette, personne ne connaissait trop de produits à base de sarrasin. Qu'est-ce qui a le mieux marché au départ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à un peu éduquer le consommateur pour que justement il puisse, par exemple, remplacer parfois le riz
ou les pâtes par justement la cacha. Enfin voilà, c'est comment évolue un peu ce marché-là, et est-ce que en tant que marque, on a un pouvoir en fait aussi un peu d'influencer tout ça? La communication coûte cher. Donc, Ouais. effectivement, on a ce pouvoir-là à condition d'avoir des moyens. Mais ça, moi, c'est mon métier historique, la communication et les médias. Donc, on espère accélérer de ce point de vue-là pour effectivement accélérer la tendance. C'est un fait, et c'est pour ça qu'on est dans un format start-up où on va lever des fonds, effectivement, pour accélérer notre croissance. Mais du coup, comment ça a évolué là depuis que vous êtes Alors, sorti? le marché du sarrasin, je l'évalue à 36 000 tonnes. Enfin, il est évalué à 36 000 tonnes par an en France, qui est un tout petit marché, parce que pour valeur de comparaison, on fait 36 millions de tonnes de blé. D'accord. Donc, Oui, c'est encore qui est un plus marché gros. niche, naissant, tout petit, qui n'a pas les moyens, évidemment, de ses ambitions pour l'instant. Mais moi, j'évalue déjà vite la croissance de ce marché à 100 000 tonnes par an d'ici 4 à 5 ans. D'accord. Voilà, parce que le sarrasin commence à faire parler de lui, sort un peu de sa frontière bretonne de plus en plus. On l'a vu à Top Chef, on en parle dans les restaurants. C'est vrai que je le vois à la table des restaurants de plus en plus. Donc, je dirais que la tendance de fond est en train de se lever. Et puis c'est une évidence parce que les pouvoirs environnementaux et nutritionnels du sarrasin vont effectivement commencer à se savoir. Pour ça, on a un chef photographe d'ailleurs, qui est Jean-François Mallet, qui est le créateur du livre Simplissime de cuisine, D'accord. et qui nous accompagne justement pour dévoiler tous les atouts et les bienfaits du sarrasin. Ah bah super. Et alors, c'est quoi le produit qui marche le mieux chez Atelier Sarrasin? Alors, le produit qui marche le mieux chez Atelier Sarrasin, c'est le cacha, justement. Okay. C'est cette graine de sarrasin torréfiée, décortiquée et torréfiée, parce que ça lui donne un petit goût. Et puis, c'est plein de vertus. On peut faire plein de recettes avec. Là, devant moi, j'ai la recette du taboulé, tout simple. On commence avec un taboulé. On peut l'écraser, on peut le mettre en croquant dans une salade. Voilà, il faut que les Français, effectivement, pour faire grandir le marché, s'approprient un petit peu la cuisine du sarrasin, du cacha, qui est un produit venu des pays de l'Est. D'accord. Parce que quand je vous disais qu'il était essentiellement produit dans les pays de l'Est, c'est aussi, donc c'est breton chez nous en France, mais au niveau international, il est parti d'Asie. Il est parti d'Asie, mais il s'est arrêté dans les pays de l'Est et il est venu jusqu'en Bretagne. Et les pays de l'Est, la Russie, Pologne, Lituanie, Ukraine, mangent quotidiennement du cacha. Okay. Donc eux, c'est pas les pâtes, c'est pas le riz, c'est le cacha. Donc on sait que ça nourrit bien. Ouais, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup. Si il y a d'autres choses que tu souhaitais rajouter, ou tu penses qu'on a bien résumé un petit peu la filière sarrasin en France? Non, juste un petit mot de conclusion. Ce qui est passionnant dans cette filière aussi, c'est de voir à quel point la relocalisation de l'amont agricole est une chance pour évidemment nos territoires, pour l'économie du territoire, pour la fierté aussi d'un territoire, pour la pollinisation du territoire. En fait, quand on rapproche l'agriculture de la transformation et de la consommation, évidemment, on crée un cercle vertueux économique, sociétal, écologique. Donc, en fait, ça donne beaucoup de sens déjà, nous, à notre métier. Et puis, on espère que ça donne beaucoup de travail à tout le monde et une économie durable et circulaire. Et c'est ça qui te fait te lever tous les matins, j'imagine. Et c'est ça qui me fait, avec mon jus d'orange pressé, qui me fait lever tous les matins. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Merci, Marion. Donc maintenant, on va passer aux traditionnelles questions de la fin. Donc Nicolas, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé être le fondateur? Alors, l'entreprise qui me vient en tête, c'est Click & Boat, qui est de la location de bateaux entre particuliers. Parce que c'est vraiment une start-up à succès, avec un succès foudroyant, avec le bateau au milieu, qui est un truc que j'aime beaucoup, qui fait toujours un peu rêver. Et puis, cette idée aussi qu'ils sont partis du constat que les bateaux sortaient 4 jours par an
Et grâce à Click and Boat, les bateaux sortent plus de 30 jours. Alors, je n'ai pas les moyennes précises en tête, mais je crois que les bateaux ont une âme, donc ils sont contents de prendre l'air. De prendre la mer, du coup. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien ? Clairement, les autres, les rencontres et les échanges. Voilà, en fait, on est des monstres sociaux, on s'en rend compte. De plus en plus, en tout cas depuis le Covid, ça exacerbe effectivement le besoin de relations sociales. Et je crois que une bonne journée, c'est quand on a échangé des choses avec les autres et on est rentré en connexion sur des projets qui ont du sens. Bon, trop bien. Et quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri ? Alors, je pense aux trois chouettes. Ok. Qui ont cette énergie, cette pétillance et qui ont un projet, elles aussi de fond, vraiment qui travaillent des filières. Alors, est-ce que tu peux rappeler du coup rapidement ce qu'elles font, les trois chouettes ? Alors, elles font des pickles. Donc, Okay. elles cuisinent des petits légumes très simples, tout simples, qu'on peut mettre dans les salades, qu'on peut croquer à l'apéritif. Elles ont cette énergie, elles ont cette vision, elles ont cette qualité de communication. Je sais pas, elles se battent au quotidien et elles font plaisir à voir. Et puis, je leur souhaite un grand succès. Bon, écoute, on réfléchira à tout ça alors. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Marion. Voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode de Futur Agri et votre galette saucisse du marché de Perros-Guirec n'aura plus jamais la même saveur. Merci à Nicolas de nous en avoir appris autant sur le sarrasin et ses vertus, mais aussi aidé à comprendre ce qu'est une filière et comment on peut la reconstruire de A à Z. Au-delà de la galette, je vous laisse découvrir les délicieuses innovations culinaires de l'atelier sarrasin, comme les crackers qui m'ont fait un carton à mes derniers apéros, ou encore la cacha, une graine de sarrasin torréfiée qu'on utilise pour changer un peu des pâtes et du riz et qui donne des plats vraiment délicieux. Si on peut se régaler en plus de faire du bien à l'agriculture, mangeons du sarrasin. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la Ferme Digitale sans qui ce podcast n'aurait pas existé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.